Bonjour à tous. Je peux dire bonjour à votre place, Gérard Collard? Ouais, vous pouvez, la chance que vous avez, franchement. Bonjour. Alors, on accueille aujourd'hui François Despnous. Bonjour. Bonjour. Et Ivan Stefanovic. Bonjour à vous pour parler de l'adaptation des livres au cinéma. Alors que je vous présente tous les deux, François Despnous, donc romancier. 2 de vos livres ont déjà été adaptés au cinéma, Les Papas du dimanche et 2 jours à tuer. Et Ivan Stefanovic, vous êtes journaliste d'investigation, un ancien de l'AFP, du Nouvel Obs, du Canard, et auteur de ce polar, Un assassin au-dessus de tout soupçon, qui a été adapté sous le titre « La prochaine fois, je viserai le cœur » avec Guillaume Canet. Déjà, j'aimerais bien savoir, quand vous écrivez, si vous mettez des mots et vous voyez des images qui se dessinent, ou si c'est des images que vous mettez en mots. Donc déjà, est-ce que vous imaginez des scènes ou pas? Quoi, c'est intelligent comme question, non? Alors franchement, vous me surprenez. Hein, c'est Ah oui, c'est dur, hein, ça. C'est une question, enfin bon, je peux pas répondre, mais ce qu'il faut surtout, c'est dire que quand un metteur en scène adapte un livre, comme j'ai fait, c'est un livre basé sur une histoire vraie, criminelle, il a tous les droits, il fait ce qu'il veut. Moi, il a voulu montrer ce qui était dans la tête d'un assassin. Ça n'a rien à voir avec mon livre. Mon livre, c'est comme Truman Capote dans l'histoire du quadruple meurtre de sang-froid. Je décris, là j'ai un assassin qui est des deux côtés, du côté de la police et du côté de l'assassin, qui se poursuit lui-même. Donc je raconte cette histoire avec un aspect psychologique. J'ai tout lu ce qu'il a lu, j'ai vu ses copains, ses petites copines, ses collègues. Mais le metteur en scène, c'est un décroché, c'est pas ça son problème. Lui, il veut montrer, il a des images, comme vous dites, il veut montrer ce qui se passe dans la tête d'un assassin. Donc il monte des serpents pour montrer ce qui se passe dans sa tête, quoi. Un esprit un peu tordu. Donc c'est complémentaire. Mais moi, je pouvais pas faire ça. Moi, j'ai fait un travail pendant 4 ans, un peu de bénédictin, pour retracer toute cette histoire et en faire quelque chose de consommable. François? Alors, moi, pour 2 jours à tuer, c'est vrai que comme l'histoire se déroulait sur 2 jours, par définition, ça se déroule pendant un week-end, j'ai écrit ce livre en ne pensant absolument pas au fait qu'il puisse être adapté. Mais après, quand je l'ai terminé, je me suis dit, tiens, c'est rigolo, je l'ai écrit un peu caméra à l'épaule. C'est-à-dire que tout était vraiment, le personnage était suivi pas à pas. Et je me suis dit, c'est rigolo, en fait, ça pourrait être un scénario, et ça n'a pas loupé, c'est devenu un film. Mais c'est après, en fait, que je me suis aperçu de ça. Pour Les Papas du dimanche, pas du tout, parce qu'il y a eu une très libre adaptation de Louis Becker des Papas du dimanche, qui était une petite chronique au départ, et qui est devenu un film un peu plus scénarisé, avec une histoire d'amour, etc., plus construite, si je puis dire, là où ça n'était qu'une sorte de chronique au départ. Votre assassin, vous l'avez choisi comment? Vous l'avez rencontré? Ça me fascine, ça. C'est comment vous tombez dessus? C'est le hasard? Je suis jeune, j'ai 30 ans, je suis à l'agence France-Presse et je fais 2 départements au nord de Paris, l'Oise et le Val d'Oise, et puis j'habite Chantilly, et l'assassin habite Chantilly. Ah, oui. Bon, et je me suis passionné pour cette histoire qui a duré 1 an. Voilà, je l'ai pas choisi, mais je le connaissais. Je lui il n'y a pas tant de hasard que ça, quand même, parce qu'il habite à Champigny. Parce qu'il n'y a pas qu'un mort, enfin, il n'y a pas qu'un assassin dans le Val d'Oise et tout. Et pourquoi lui? C'est ça qui me... Il y avait eu un premier tueur, j'avais été nommé, je venais d'Alsace parce que j'étais dans un autre journal, bon, et j'avais raté le premier tueur qui avait tué 7 femmes et un homme, on l'appelait Marcel Barbeau, donc de Nogent-sur-Boise, que les gens de la région connaissent bien. Donc le deuxième, j'ai essayé de le faire, quoi, si je puis dire, de m'y intéresser. Bon. D'accord. François, vous avez participé à l'adaptation de... J'ai écrit l'adaptation et les dialogues de 2 jours à tuer avec Jean Becker, et pas spécialement sur Les Papas du dimanche, j'étais consultant, pour veiller, si je puis dire, au respect de l'esprit du livre. Mais vraiment, sur 2 jours à tuer, oui, j'ai vraiment écrit et j'ai été sur le plateau, sur le tournage, du coup, etc. le résultat des 2 films, il y en a un que vous reconnaissez plus dans votre histoire ou pas, ou ça... Davantage de jours à tuer qui respectent vraiment l'esprit du bouquin. Encore une fois, Les Papas, c'était vraiment librement adapté et j'ai joué le jeu, c'était comme ça qu'il me l'avait annoncé. 2 jours à tuer, vraiment, j'aime beaucoup l'adaptation parce que précisément, elle part d'une même source que le livre, mais c'est vrai que la fin est différente, donc j'ai trouvé ça très intéressant d'inventer une autre fin pour le livre qui n'était pas pour le film, pardon, qui n'était pas dans le livre, et de l'adapter librement, d'en faire vraiment autre chose, tout en respectant ce qui faisait l'intrigue et ce qui faisait les personnages du livre. Et vous, est-ce que vous, effectivement, même si c'est une adaptation très libre, puisqu'il a voulu montrer ce qu'il voulait, hein, le metteur en scène, mais est-ce que vous reconnaissez votre assassin en Guillaume Canet ou pas? Il faut rester modeste. Moi, je suis très content qu'un metteur en scène soit intéressé à mon bouquin en étant un film. Mais quand vous avez un budget de 4 millions d'euros pour
retracer une traque policière, c'est extrêmement difficile. Je veux dire, j'avais des tas d'idées, je lui ai dit, il faut faire ci, il faut faire ça, mais il me disait, j'ai pas d'argent, quoi. C'est un problème. Il paraît que la moyenne d'un budget d'un film en France, c'est autour de ça, autour de 4 millions d'euros. Déjà, je trouve qu'avec l'argent qu'il avait, c'est déjà pas mal ce qu'il a fait. Vous n'avez pas envie d'écrire des scénarios, l'un ou l'autre? Moi, je crois que c'est un métier différent. Hein. C'est pas du tout la même chose. J'aurais envie, mais j'ai pas les capacités. Mais je trouve que François, c'est des scénarios. Oui. Tous vos romans, le dernier, par exemple, c'est un téléfilm, un film potentiel, quoi. C'est quand on lit celui qui a reçu le prix de Maison de la Presse, dites-moi le titre. Le réveil du cœur. Très bien. Il a au moins écrit le titre. Mais mais quand on lit ça, c'est vraiment voilà, le vieux monsieur, le grand-père, le petit garçon qui retrouve son... C'est vraiment... et Jean Becker, à mon avis, c'est étonnant qu'il soit pas précipité là-dessus, parce que c'est un truc pour lui, quoi. C'est évident. Alors, moi, j'aurais énormément... C'est vrai, vous avez raison, j'aurais énormément aimé qu'il le fasse. Il m'a dit qu'il voulait plus faire des comédies, mais je pense que ça pourrait être quelque chose qui serait entre la comédie et puis une belle histoire de vie entre ce grand-père et ce petit garçon. Lui, il ne va pas le faire, Jean, mais je pense et j'espère que ça puisse devenir effectivement un film, parce que je pense que tout est là. Jean, s'il te plaît, on le connaît, fais un effort. La comédie, c'est bien, mais bon... non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. C'est Les Enfants du Marais, c'est exactement là. Hein, je trouve qu'il passe à côté. Je trouve ça dommage aussi. J'aurais beaucoup aimé... Je ne l'ai pas écrit pour ça, mais il est évident que j'aurais beaucoup aimé qu'il le fasse. En plus, on s'entend bien. Moi, ensuite, j'ai fait quelques scénars... sur d'autres adaptations de confrères. J'ai adapté un livre d'Eric Holder qui s'appelait Bienvenue parmi nous et qui a été tourné par Jean Becker avec Patrick Chenet, Miu Miu et Jacques Weber. Mais c'était sur commande ou c'est... C'était une commande, ouais. Ah ouais, c'est ça. Yvan, je le disais, vous êtes journaliste, avant tout journaliste d'investigation. Ça, c'est une histoire vraie. Vous avez remonté toute cette piste, relaté toute cette histoire. C'est quoi la part du journaliste et celle du romancier? Comment ça se complète? Moi, j'ai pas romancé. Hein. Je vous dis, j'ai fait un travail didactique. C'est mis 4 ans, donc j'avais tous les procès-verbaux parce que j'étais assez copain avec la juge d'instruction et je prenais l'affaire pour tous les bouts. C'est moi qui ai fourni tous les avocats, la plupart des protagonistes de cette affaire. Si vous voulez, c'est une affaire quand je l'ai vécu, puis au niveau de l'écriture, j'avais toutes les ficelles, même peut-être trop. C'était un quadrillage militaire. Hein. Pendant l'affaire, on a fait venir du Japon à cette époque-là. On faisait venir la police, on pouvait l'écouter. Donc on avait des scanners sous le lit, dans la voiture, partout. Donc on était presque mieux informés que les flics, quoi, et les gendarmes qui n'arrêtaient pas de se cacher des choses. Donc c'était un peu bizarre, mais c'est pas romancé. Maintenant, aujourd'hui, j'aurais voulu réécrire le livre. Je me suis posé la question et mettre un peu plus avec le recul, mais j'ai pas voulu parce que j'ai voulu respecter la chose. Il faut savoir tourner la page, quoi. Mais romancer quoi? Je préfère une autre histoire, un autre film, oui, c'est sûr. François, vous le disiez, vous avez écrit aussi des scénarios. C'est quoi la différence d'écriture? Alors, je pense qu'il y a une première différence, c'est une forme de formatage quand même dans le scénario. C'est-à-dire qu'on vous dit, il ne faudrait pas que ça dépasse tant de pages, etc. On est quand même déjà dans des contraintes de distribution, de format. Le film devra faire 1h40, 1h50, etc. Moi, ce que je trouve génial avec l'écriture, c'est cet espace de liberté incroyable. Après tout, un livre peut faire 90 pages ou 800. Tout dépend de ce qu'on veut dire. La seule limite, c'est l'ennui et que ce soit mauvais. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de format de livre encore. Dieu merci, c'est génial. Et on a une possibilité de partir dans des chemins de traverse, de s'exprimer, qui est extraordinaire, qui est un luxe inouï. Alors que le scénario, c'est déjà très... on calcule déjà ce que ça va donner à l'écran, forcément. Donc on est très contraint déjà. Ça vous arrive vous en avez dans les tiroirs des scénarios qu'on vous a pas commandés, dire je me fais un matin, je me ferais bien un scénario et... Si vous saviez tout ce que j'ai dans mes tiroirs, s'il y a plein de scénars, il y a des manuscrits, il y a des livres mornés. Et un scénario qui n'est pas pris peut après être développé en livre, c'est-à-dire se dire Absolument. Il y a honnêtement, c'est drôle parce que vous parliez du réveil du cœur. Je l'avais pensé d'abord en scénario et ensuite je suis parti sur un roman. Et alors justement, comment on fait la différence dans ce cas-là? Pourquoi on part sur un scénario et comment on modifie ça? C'était à ce moment-là un traitement. C'était juste une sorte de synopsis avec un traitement qui était... Et puis je me suis dit, tiens... Et puis, je sais pas pourquoi, un jour, j'ai eu envie de commencer l'histoire et je me suis laissé emporter par mon histoire et mes personnages et c'est devenu un roman. Je peux faire de la pub, là
Lisez son dernier. J'arrive jamais à me souvenir. Le réveil du cœur. C'est vraiment un doudou littéraire, ce bouquin. Tout le monde va s'y retrouver entre le grand-père qui, comme moi, vient de finir son stage Minitel et le petit-fils qui est sur l'iPhone 6. Et ils vont se retrouver. Le grand-père, je l'adore parce qu'au départ, il déteste les enfants et je trouve que c'est bien de détester les enfants. Et le petit-fils qui regarde le grand-père comme si c'était quelque chose de... Ils vont se retrouver au bord de la mer, c'est une rencontre improbable et c'est sublime. Et en plus, la fin n'est pas des magots, c'est-à-dire que souvent c'est sirupeux, ce genre de roman. Et vous lirez ça, alors on en lit beaucoup. Et c'est une des histoires dont on en parlait, c'est une des histoires dont on se souvient très très longtemps parce qu'on s'y retrouve tous dedans. Ceci dit... Pour les serial killers, on peut s'y retrouver aussi. Hein. C'est-à-dire, on a quand même aussi un côté... c'est serial killer. Vous avez, à moins que je me trompe, écrit que des enquêtes ou des œuvres journalistiques comme Bertrand le Magnifique, par exemple, sur Bertrand Delanoë et bien d'autres. La fiction totale, ça vous dit pas? Mais bien sûr, j'ai des tas de choses dans mes tiroirs aussi, mais c'est pas sorti quoi, pour différentes raisons. Quoi. Mais je désespère pas. C'est quand même la plus grande liberté, comme dit monsieur, c'est la fiction. Moi, le problème de ces bouquins, c'est que l'on décrit une réalité, je fais des bouquins encore, des choses assez scandaleuses qui se passent dans la société quotidienne, et puis ça change rien. Ça change absolument rien. On a beau écrire, ça change rien. Sur les privilèges, les scandales, toutes sortes de... Ça change rien, mais vous continuez quand même à dénoncer. Oui, je continue, mais... Ça change des petites choses, mais la fiction, c'est peut-être mieux parce que justement, on est totalement libre, on n'a pas la réalité. Hein. Ça me déplairait pas. Enfin, ça change rien, c'est pas votre faute, c'est parce que la nature humaine, vous la changerez pas non plus. Je veux dire, C'était Gérard Collard, le philosophe. Continuer. Oui, bien sûr, il n'y a pas de raison. Non, mais c'est vrai, il ne faut pas désespérer, quoi. Je veux dire, les livres, c'est pas inutile, et même si on s'aperçoit pas forcément sur le moment que ça change rien, peut-être par petites pierres, ça peut changer beaucoup de choses. Je vais vous donner un exemple, une chose que j'ai changée. J'ai fait un bouquin sur le Sénat. J'avais dit à l'époque que le président Poncelet, il avait un appartement de 200 mètres carrés, une voiture, un chauffeur, une secrétaire. Mais M. Larcher, qui est venu après, président, m'a dit « Ah, quand même, votre bouquin, ça veut dire quelque chose. Vous avez décrit un immeuble au coin de la rue Vaugirard et de la rue Bonaparte où il y avait une vingtaine de hauts fonctionnaires et de hiérarques des élus du Sénat qui avaient des appartements de 200 mètres carrés et qui payaient 600 € par mois avec parking. Ah ben, j'ai réussi, grâce à votre bouquin, à supprimer ça. Et maintenant, j'ai fait des bureaux. Ben, voyez, il ne faut pas être désespéré. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Merci Gérard. Hein. Je t'en prie, c'est un plaisir d'être avec vous.